Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. C'est le grand angle, Didier Maisto. Qu'est-ce que vous êtes forte Bonjour. en rime riche. Vous avez vu Reconnu, glu-glu. le talent. C'est ça, le talent Vous que l'on n'a m'inspirez, plus. Didier Maisto. Voilà, c'est ça, exactement, merci. Non, je voudrais vous parler, moi, d'un grand bonhomme qu'on a aujourd'hui au Quai d'Orsay. J'ai fait un petit tweet hier, j'ai mis sa photo, j'ai mis au Quai d'Orsay. C'est Monsieur Séjourné. Ce grand ministre des Affaires étrangères. J'ai à côté de moi Philippe Béchat qui l'appelle le ministre étranger aux affaires. Je trouve que c'est une très bonne formule. Mais blague à part, il a fait une sortie avant-hier qui était très importante et très préoccupante du point de vue de la liberté d'information, de la liberté tout court. Hein. Il a dit en fait que bien sûr il y avait des ingérences comme d'habitude. Et bien, regardez du côté de l'Est, hein, c'est toujours, il n'y a pas d'ingérence américaine en France. Enfin, ça se saurait quoi. Hein, s'il y avait eu du soft power américain en France, ça se saurait. Si les réseaux étaient américains, ça se saurait. Si les GAFA étaient américains, ça se saurait. Si Netflix et toutes les séries étaient américaines, ça se saurait aussi. Non, l'ingérence, mesdames et messieurs, elle est russe et elle est uniquement russe. Alors ils se sont attaqués aux médias, notamment à Sputnik et à RT France qui respectait complètement sa convention stricto sensu avec le CSA devenu Arcob, mais d'un trait d'un seul parce que cette chaîne était dans le collimateur notamment depuis les Gilets jaunes parce que elle était sur le terrain, comme une radio que je dirigeais à l'époque. Moi, j'y étais tous les samedis sur le terrain. Et figurez-vous que les seuls, parmi les Gilets jaunes, les seuls médias qui étaient accueillis avec enthousiasme, c'était RT France et Sud Radio. C'est bizarre quand même. Hein, bon. Et donc, une fois qu'ils ont réglé leur compte à ces médias, qui font certes du soft power, mais alors il faudrait interdire Al Jazeera, I24 News, RFI, France 24, la BBC, j'en passe et des meilleurs, pourquoi pas. Hein. Allons-y gaiement. Hein. Maintenant, il a dit que la France allait être à l'initiative d'un nouveau paquet de sanctions vis-à-vis de la Russie, qui présenterait donc officiellement, il a fait une conférence de presse avant-hier pour le dire en guise de scoop, qui présenterait donc officiellement à l'ensemble des 27 pour ne plus sanctionner simplement les sites, c'est déjà été fait de toute façon, et les personnes morales, mais les personnes physiques qui seraient, si j'ai bien tout compris, accusés de défendre l'ennemi et de propager des fake news en relatant des fausses informations venues de faux médias. Donc ça laisse le champ libre à l'arbitraire. Hein. Ça s'appelle tout simplement le fascisme. Hein. Comme disait Roland Barthes, le fascisme, ça n'empêche pas, ce n'est pas empêché de dire, c'est obligé à dire. Moi, je dirais que c'est les deux. C'est empêché de dire un certain nombre des choses, mais obligé à dire une vérité officielle. Donc, faut faire très attention, être vigilant. Ça voudra dire que notre pensée qui l'est déjà et notre parole qui l'est déjà vont être encore davantage criminalisé. Et ça voudra dire que si demain on aura un peu d'esprit critique par rapport à telle ou telle position de politique étrangère de notre pays, on pourra aller en prison, avoir une amende importante et surtout on pourra se faire couper le sifflet de façon tout à fait officielle. Quand on n'a plus rien à dire, quand on n'a plus rien à défendre, on empêche les gens de parler. Merci Didier Maisto. Vue de haut. Et ce matin, nous sommes avec Didier Maisto donc, et notre invité Philippe Béchat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du think tank Les Éconoclastes et rédacteur en chef à la Bourse au quotidien. Gabriel Attal a promis ce mardi 2 avril des propositions d'ici juin pour taxer les rentes dans l'espoir de calmer une partie de sa majorité inquiète de son projet de réforme de l'assurance chômage et d'un effort mal réparti pour résorber les déficits. On va en parler, mais Didier Maisto, je vous laisse amorcer cet entretien avec le sujet de votre grand angle justement sur les sanctions du ministre des Affaires étrangères. Oui, Philippe Béchade, on était hier ensemble dans réunis pour une interview. Et effectivement,
Que pensez-vous de cette façon de faire, de cette façon de dire? Et pensez-vous que la liberté d'expression, la liberté tout court, ne seront plus en France bientôt qu'un souvenir? Alors, est-ce que je commence par Attal? Comme vous voulez. Bien. Ne prononcez pas comme Pascal Pro. Ah non. Oui, il l'a S'il vous fait. plaît. S'il vous Il l'a plaît. fait, il l'a fait. Bon, la blague est assez connue maintenant dans les cercles dits autorisés. Je ne précise pas plus loin ce que N'allons j'entends pas par le sur mot ce terrain. cercle. Oui. Prenez un cercle, caressez-le, il devient vicieux. Hein. Voilà. Donc, ça a commencé d'abord avec Prisca Thévenot, qui est venu dire que, bien sûr, tous ceux qui prétendent que le gouvernement réfléchirait à taxer nos livrets A, etc., ce ne sont que des menteries. Et derrière, Gabriel Attal a confirmé. Alors là, je pense que nos auditeurs sont quand même assez familiers de la chose. Quand le gouvernement dit nous réfléchissons à, ça veut dire que c'est tout réfléchi. Et quand nous ne toucherons pas à l'épargne, nous ne toucherons pas Aux assurances vie, aux travailleurs, c'est le nouveau. Nous n'allongerons pas la durée des retraites. Jamais nous ne mettrons en place un pass sanitaire. Au pays des droits de l'homme, il n'y aura jamais de discrimination pour aller au restaurant ou au cinéma. Donc quand on vous dit qu'il n'y aura pas de ponction sur l'épargne, planquez vos morlingues. Les yeux dans les yeux, voilà, vous le dis. Donc c'est simple, Tremblay, rentier des petits loyers, Tremblay, magnat du livret A, Tremblay, nanti de l'assurance vie. Bon, ils vont forcément le faire, mais peut-être pas tout de suite, peut-être pas à l'issue d'un débat qui fera date. Ça sera voté, comme d'habitude, à 1h53 du matin par une quinzaine de députés-traîtres de renuisance et qui seront là uniquement pour faire passer la loi, si jamais elle avait été retoquée à 14h lorsque tous les députés étaient réunis. Alors, il faut également faire très, très attention à l'art du gouvernement qui consiste à détourner l'attention. Donc là, on fait un truc qui, évidemment, tout le monde se sent concerné par le livret A, etc. Ça veut dire que par derrière, ils vont aller en fait piquer l'argent d'Agirc Arco, qui a des gros excédents, les caisses d'indemnisation chômage, notamment du secteur privé. Alors cadres, les cadres, les avocats, les professions libérales, etc. C'est intéressant parce que il y a eu plusieurs tentatives avortées jusque-là. D'ailleurs, les partenaires sociaux avaient hurlé, y compris les patrons d'ailleurs, sur les caisses excédentaires, parce que par exemple les notaires ont une caisse excédentaire, ils se sont organisés pour leurs salariés, ils cotisent, mais ils gèrent eux-mêmes leur caisse et elle est plutôt bien gérée. Il y a aussi évidemment Agirc Arco, et le gouvernement... il y a quelques mois déjà, voulait mettre la main et gérer en direct, et ça a échoué. Ça a échoué, mais ils y reviendront. Ils ne se découragent... Il faut chercher l'argent où il est, quoi. Oui, mais pour ça, ils ne se découragent jamais. C'est pas parce qu'ils ont été retoqués une fois. Comme je le dis, ça sera voté à 1h47 du matin. C'est un procédé qui est devenu usuel. Trahir la volonté des Français, les mettre sur des fausses pistes, ou alors les menacer de 30 coups de fouet, et les gens disent, mais qui leur prend, ça va pas. Et après, ils vous disent, non, attendez, ça sera pas 30 coups de fouet, ça sera 10 coups de trick. On est raisonnable. Ah, les gens disent 10 coups de trick, ouais, ça va, quoi. Non, mais est-ce que cette façon de faire, ce détournement de l'attention, ces euphémismes ou ces oxymores, on ne touchera pas, on ne fera pas, ces affirmations, etc. Est-ce que le fait, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une liberté d'expression qui se réduit comme peau de chagrin, est-ce que c'est pas un peu ces deux bornes qui permettent à un exécutif d'avancer en toute impunité, et dès que vous dites non, c'est pas tout à fait comme ça, c'est faux, on vous coupe le sifflet. C'est sûr que lorsque vous ne pouvez plus réfuter, il ne vous reste plus comme solution que de censurer.
Bon, ça c'est connu. Aujourd'hui, on l'évoquait donc au sujet de l'Ukraine, de la géopolitique en général. Il faut vraiment être complètement ignorant ou complètement aveugle pour ne pas voir que toutes les positions sur le fond, mais également les éléments de langage sur la forme, sont directement issus du département d'État américain, c'est-à-dire enfin, du ministère des Affaires étrangères, voire étranges. Et souvent, il y a reprise presque mot pour mot des éléments de langage des patrons de la CIA ou des grandes agences américaines. Bon, alors vous avez Anthony Blinken qui est actuellement en France, mais vous avez des patrons de la CIA, des William Burns, etc. Quand vous entendez les membres du gouvernement, ceux d'aujourd'hui ou ceux d'hier, ce qui est marrant, c'est que quand vous avez une déclaration d'un patron de la CIA sur un grand média, sur un CNN, sur un CNBC ou dans la presse américaine, eh ben, vous voyez ensuite l'élément de langage repris par le gouvernement français et britannique. Avant, c'était vraiment les Britanniques. C'est eux qui étaient directement dans le sillage des Américains en Irak, voilà, avec Tony Blair. Et vous aviez dans la presse anglaise la reprise intégrale des éléments de langage de la CIA dans la presse. Bah, aujourd'hui, vous avez, c'est facile, là, il suffit de vérifier, les dernières déclarations des grands patrons de la CIA ou du département d'État ou de notamment Victoria Nuland, qui était la vice-ministre quelque part des Affaires étrangères américaines. Vous écoutez donc ces propos, c'est ouvert, et on reprend presque mot pour mot ce que disent les hauts responsables américains. Alors que si vous reprenez un seul mot de Poutine ou de Lavrov, vous êtes un agent russe. Une seule expression, vous osez reprendre une seule expression émanant de Moscou, vous êtes un agent russe. Vous répétez comme un perroquet tout ce que vous lisez dans la presse américaine, tout ce que vous avez entendu à la télévision américaine. Et là, la France exprime son avis indépendant de défenseur des droits de l'homme, des libertés, etc. C'est risible. Comment vous l'expliquez, ça ? Est-ce que c'est du soft power qui fonctionne ? Est-ce que c'est l'acte du suzerain au roi suprême et éternel, en l'occurrence l'oncle Ben ? Est-ce que c'est une volonté comme ça de faire les intéressants, de montrer qu'on est dans l'OTAN, qu'on ne se trompe pas d'ennemis. C'est quoi ? Ma question, c'est est-ce que c'est plus ou moins conscient, en fait ? C'est plus que conscient, c'est assumé. En fait, la ligne, elle a été fixée par Sarkozy, qui nous fait rentrer de nouveau dans le commandement intégré de l'OTAN, parce que la France n'avait pas quitté l'OTAN, elle avait juste quitté le commandement intégré sous De Gaulle. En 1966, voilà. Je me souviens bien. Mais quand on est dans le commandement intégré, ça veut dire des choses, c'est très précis, c'est-à-dire qu'on participe d'abord à la préparation d'éventuelles grosses opérations, mais surtout ça veut dire que l'armement dont on se dote doit être compatible avec l'armement OTAN, ce qui est très important. Qui fabrique l'armement OTAN ? Essentiellement des firmes américaines que vous connaissez tous, Northrop Grumman, Boeing. Qui établit les normes ? Voilà, les Américains. Voilà. Alors, la France est très alignée sur les positions américaines, en fait, depuis Nicolas Sarkozy, puisqu'il a fait rentrer tous les néocons au Quai d'Orsay. La diplomatie française s'est littéralement délitée, et elle s'est complètement américanisée. Et ça doit être donc déjà de maintenant de 12 ou 13 ans, donc c'est pas nouveau. Et notre président, notre président-roi, ne fait rien d'autre que de poursuivre sur la ligne Sarkozy, poursuivi par Hollande. Mais là, notre président-roi va quand même plus loin, puisqu'il supprime carrément ce qui faisait notre spécificité, c'est-à-dire une sorte d'école de la diplomatie. Ce qui veut dire qu'on avait notre propre façon et notre propre ligne. Bon, aujourd'hui, on nous dit carrément il y a plus de formation de diplomate. C'est très très simple. Il suffit simplement de reprendre les fiches que nous tend la CIA, le département d'État américain.
Philippe Béchade, des perquisitions ont eu lieu hier à l'hôtel de ville du Havre. On change de sujet. Le maire et ex-premier ministre Édouard Philippe serait visé par une enquête préliminaire du PNF pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral. Ça vous a fait réagir, je crois. Oui, on s'est demandé à un moment si nos oligarques des médias balançaient entre Darmanin, Attal, Édouard Philippe. Bon, ça y est, on voit que Monsieur Philippe se fait mettre sur la touche, parce qu'à côté, les costumes de Fillon, je peux vous dire que c'est vraiment de la gnognotte. Bon, après ça, il se défendra, c'est de la dénonciation, c'est qu'il y a le mieux. Mais bon, là, il y a quand même beaucoup trop de choses, et beaucoup trop de choses qui sont déjà sourcées. Et puis, il suffirait qu'un jour, des avocats viennent l'attaquer sur le décret Rivotril. Et là, je pense que là, ça devient très, très saignant comme dossier à charge. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, ça semble ouvrir un boulevard à Gabriel Attal ou peut-être à Darmanin si Gabriel Attal a du mal, par exemple, à assumer une déculottée, c'est possible, aux européennes. Au soir du 9 juin, si les députés disent, alors c'est pas de la majorité, là aussi c'est un abus de langage, quand on parle de la majorité, il n'y a pas de majorité, c'est la minorité présidentielle. Si cette minorité devient encore plus minoritaire, est-ce qu'on n'ira pas mettre ça sur le dos d'Attal, justement, avec ses annonces complètement maladroites sur prélever la rente, etc. Parce que quand on dit qu'on ne s'attaque pas à l'épargne, mais qu'on s'attaque à la rente, qu'est-ce que c'est que la rente, si ce n'est que le produit de l'épargne? Et on ne s'attaque pas aux travailleurs, non, mais on s'attaque, s'ils se soignent, alors là, ils abusent du système. S'ils se retrouvent au chômage et qu'ils sont indemnisés, ils abusent du système. S'ils payent en liquide, c'est aussi des gens... Peut-être faudrait-il rappeler à ce stade que la rente... Monsieur Attal, le Premier ministre, est un héritier. Il n'a jamais travaillé. C'est un rentier du système depuis qu'il est sorti de Sciences Po. Que ce gouvernement, il suffit d'aller regarder les déclarations d'intérêt, est pétri et café de millionnaires. On ne peut pas imaginer, quand on regarde un peu les parcours des uns et des autres, qu'ils doivent ça à leur seul mérite, qui peut-être est immense. Mais bon, voilà. Donc c'est ça aussi une forme de supercherie, en fait. Là, il y a de nombreux politiques qui, effectivement, n'ont jamais travaillé, n'ont jamais... À considérer que travailler, c'est perdre son temps contre de l'argent, et travailler, c'est pas, dans ma tête en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, se faire élire en se faisant coopter, en fait, et raconter à peu près n'importe quoi tous les jours à la télévision. Si on considère que ça, c'est travailler, évidemment, alors il travaille beaucoup. Oui, effectivement, il travaille beaucoup. Venir raconter n'importe quoi à la télévision, je veux dire que c'est peut-être quelque chose qui est une clé aussi, qui est très très importante. C'est-à-dire que jusque dans les années 2005-2010, c'était difficile parce qu'il y avait quand même des journalistes qui connaissaient les dossiers, qui pouvaient donc vous challenger. Vous aviez des plateaux. Et sur un plateau, vous vous retrouviez avec un spécialiste. Par exemple, tiens, ce soir, on invite le ministre des Transports, ou tiens, le ministre de l'Énergie. Et on va discuter avec lui, mais pourquoi on a adopté l'Arenh? Pourquoi est-ce qu'on a accepté un système de fixation du prix de l'électricité par rapport au gaz et pas par rapport au kilowatt nucléaire, etc. Et vous aviez donc un journaliste qui connaissait le dossier, des contradicteurs qui connaissaient très très bien leur domaine. Écoutez, aujourd'hui, quand vous avez un ministre, il n'y a jamais, mais plus jamais en face de lui, un spécialiste. Si c'est par exemple une question diplomatique, vous n'aurez jamais en face de vous, vous ne retrouverez jamais ces journées face à Villepin, face à un Bauer ou des gens comme ça. Ouais. Le ministre... On lui déroule le tapis rouge et lorsqu'il raconte n'importe quoi, vous avez des journalistes qui hochent la tête comme un petit chien sur la plage arrière de la voiture. Mais ils font autre chose, parce que le ministre de l'économie, qui devant un parterre un peu hagard, effectivement, ne savait pas calculer un hectare. On apprend ça au CE2 quand même. C'est pas très compliqué. Mais justement, ça remonte le CE2. Ça remonte. C'est comme le CO2 d'ailleurs. On parlait pour vous. Et en fait. C'est absolument prodigieux de voir la baisse du niveau à la fois du personnel politique
et à la fois, et surtout, je dirais, des journalistes. On l'a vu, et vous êtes beaucoup intervenu sur le sujet pendant le Covid. On l'avait vu avant avec les Gilets jaunes, et on a les mêmes aujourd'hui qui se sont transformés en géopolitologues, géopolitistes, géostratèges, experts en tout genre, et qui glosent sur à peu près n'importe quoi, qui n'ont jamais mis les pieds en Russie, qui ne connaissent pas l'Ukraine, la Biélorussie. Et on voit bien d'ailleurs, ils commentent, vous avez des espèces de mannequins là, qui commentent des infographies, des cartes, et qui mélangent un peu tout. Et on voit bien qu'elles-mêmes ne parviennent pas à comprendre ce qu'elles sont en train de commenter, quoi. Le fait de commenter, justement, souvent on n'est pas très très loin du café du commerce. Commenter, c'est facile. Et surtout, quand tout le monde commente à partir des mêmes éléments, les sources sont soit américaines, quand il s'agit des lignes ou des axes d'analyse, ça vient des États-Unis aujourd'hui. Et quand il s'agit de faits, je qualifierais peut-être de faits divers, plus ou moins graves, on commente les dépêches AFP et tout le monde part du même matériau et jamais d'une expérience personnelle et jamais du retour d'expérience de grands reporters, puisque c'est une profession qui a littéralement disparu. Alors aujourd'hui, l'incompétence ministérielle ou du personnel politique est compensée par l'éloquence. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils sortent pour la plupart de Sciences Po, parce qu'ils sont passés maîtres dans l'art de l'enfumage. Ils sont extrêmement bons en rhétorique et en sophistique, ou en casuistique, mais c'est destiné à masquer leur manque de connaissances sur le fond. Et ça, c'est quelque chose qui n'abuse pas des gens qui réfléchissent ou qui ont un petit peu de sens critique. Mais quand vous voyez que dans tous les bars, dans toutes les EHPAD, etc., vous avez des chaînes d'information continue avec des headlines qui passent, vous voyez, en ticker, et il y a même pas le son, et vous voyez des gens qui sont à l'écran, et vous vous demandez d'ailleurs pourquoi ils sont là. Mais ils sont là, ils sont presque omniprésents, et leur seule compétence, en fait, c'est parce qu'ils récitent exactement les éléments de langage que les gens doivent voir ou lire. Donc quand vous voyez à la télévision un maire d'une commune du sud de la France, dont on ne sait pas trop s'il est extrême droite ou extrême centre, enfin on sent qu'il penche quand même plutôt du côté de l'Élysée maintenant, il est omniprésent. Alors qu'il n'a aucune compétence pour rien, sauf qu'il vient dire exactement. Monsieur Béchade, je me demande bien de qui vous parlez là. Parce que attention à la diffamation, parce que la diffamation est sans frontières ici. Alors, il nous reste 1 minute avant le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Moi, je voulais simplement vous poser une question. On parlait du niveau assez déplorable des commentateurs de plateau, on vient de le dire, des pseudo-journalistes, pseudo-spécialistes et des politiques, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que ça a un impact, forcément d'ailleurs, sur notre diplomatie, sur la position, l'influence diplomatique de la France, notamment dans les conflits? Est-ce qu'aujourd'hui on a un vrai poids diplomatique? On n'a plus aucun poids, sauf lorsque on se pointe avec le carnet de chèques. Avant, la France savait éventuellement séduire ses partenaires, ses alliés en Afrique, en Asie. On était écouté de l'Inde, de la Chine, de beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, ils ne nous écoutent que lorsqu'on vient en disant on va vous aider avec 1 milliard par-ci pour décarboner l'Afrique du Sud, 3 milliards par-là pour aider l'Ukraine. Aujourd'hui, la France, c'est devenu une sorte de carnet de chèques. Si on n'a rien à offrir, on n'est absolument pas écouté, parce qu'on sait très très bien quelle est notre ligne politique. C'est exactement la même que celle des États-Unis. Et on s'aligne surtout sur les intérêts américains. Puis peut-être qu'on en discutera plus tard, mais il y a un phénomène gravissime, c'est que actuellement la France est en train de se faire siphonner littéralement tous les talents, et vraiment en douceur, puisque par le biais du private equity, tout ce qui est valable en France se retrouve à un moment fusionné avec une entreprise américaine, anglo-saxonne, etc. Et bien on poursuit cet entretien juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, il est 9h. Saint-Platon. Ligne droite. Je ne savais même pas qu'on pouvait appeler. Il y a une place pour nos idées.
vue de haut. Mais taisez-vous, Didier Maisto. Ça parle sur le jingle. Ah bah oui, j'avais pas mon casque. Je vous demande de vous arrêter. Excellent. Non mais je disais Saint-Platon, c'est beau quoi. C'est vrai que c'est joli. Imagine, C'est surprenant. vous appelez votre fils Platon. Platon, Ça viens existe. ici. Oui, Ça existe. ouais. Oui, ça élève. Ah ouais. Hein. Ça existe, oui. Mais oui. Ah bah oui. En Russie, ça existe. En Ah. Russie Ah Oui. Ah oui. Je connaissais Socrates Voilà, on va lancer au Brésil, une mais conversation Platon, sur les prénoms. en France, je ne connaissais pas. On a entendu quelque chose d'assez intéressant là, lors de ce bulletin d'actualité. Didier Maisto, je crois que vous vouliez réagir. Oui, non, mais c'est surtout, je voudrais que Philippe nous explique un peu le private equity, qui est une manière en fait de spolier tous les talents français, Ah oui. effectivement. Oui. Et ça, peu On de s'est gens le arrêté savent là-dessus, parce que c'est assez technique, mais il va faire œuvre de vulgarisation, en quelques mots, expliquer en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Ouais, je m'excuse auprès des auditeurs si j'ai pu en perdre certains. On était parti sur une question de géopolitique. Est-ce que la France est écoutée? Oui. Et puis lui, d'un seul coup, il nous balance les private equity. C'est très important. Qu'est-ce qui Si se vous passe? Mais il mélange les genres. Alors, quand on parle du rayonnement d'un pays, on parle évidemment de son rayonnement, son positionnement ou son histoire. Je défends les droits de l'homme. D'ailleurs, j'en suis le théoricien. C'est moi qui l'ai gravé dans le marbre. Voilà, plop, 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 je bombe un peu le torse. Et puis, vous arrivez aussi dans d'autres pays en disant hey, le Concorde, c'est moi. Le TGV, c'est moi. Le laser, années 60, c'était La puce, la France. La puce Roland Moreno, c'est moi. la baguette aussi. Ah oui, très très bien, ça c'est classé au patrimoine mondial. Voilà. Donc, arrivé au tournant des années 2000, on pouvait bomber le torse. Bon, on venait d'enterrer Phoenix, malheureusement. Hein, merci Dominique Voynet. Mais là aussi, c'était une technologie, la régénération du combustible nucléaire usagé, etc. On remettait des isotopes, etc. À part les Russes, il y avait que nous. Ah, on arrivait. Donc quand vous arrivez dans un pays étranger, TGV, laser, super Phoenix, etc., les gens qui vous reçoivent disent mais qu'est-ce que ces gens-là peuvent encore m'apporter? Qu'est-ce qu'ils ont dans la musette? Si ça se trouve, ils ont encore une nouvelle technologie qui va bluffer la planète. Et voilà, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la France, quand elle arrive, c'est un pays complètement désindustrialisé et qui est également détechnologisé, si j'ose dire. Si, la dernière chose que la France apporte encore, c'est que lorsque on parle de codage, il y a 2 langages sur 3 de codage qui sont des codages d'origine française, mais qui datent des années 70, hein, voire avant. Voilà, donc, mais depuis l'an 2000, mais quand la France arrive quelque part, elle ne représente plus rien en termes de technologie, d'industrie. Aux États-Unis, vous avez encore des GAFAM, etc. Vous arrivez dans un pays étranger, outre votre soft power, votre parole politique, vous avez également une puissance économique. Alors, et vous êtes incontournable. Le private equity, alors. Voilà. Ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un peu de talent, vous essayez de créer votre entreprise, voilà. Vous essayez de trouver des partenaires. Moi, j'ai créé Cercle Finance en 1994, j'avais des partenaires, etc. Et si ça se passe bien, on va essayer de faire grossir la chose. Et si on est patriote, on va rester un petit peu entre financiers français. Il se trouve que maintenant, pour tout ce qui est un peu technologique, quand vous voulez lever des fonds, embaucher une équipe d'ingénieurs ou je dirais de sachants d'un certain calibre, il faut mettre pas mal d'argent sur la table. Vous le trouvez assez difficilement en France, vous le trouvez très facilement en Californie, vous le trouvez en Allemagne où il y a une sorte de BPI en Allemagne mais qui est beaucoup plus puissant, donc qui est capable d'aider une PME à devenir une grosse PME sans devenir une PME anglo-saxonne. Donc je m'explique, vous êtes un jeune issu d'une grande école, vous vous dites, bon alors voilà, si je vais au CNRS, je vais commencer à 3000, je finirai fin de carrière à 7000. Si je débute avec 1 ou 2 grands ingénieurs, d'abord je vais commencer par me payer un salaire décent, mais dès que mon entreprise aura intéressé un investisseur, je vais pouvoir prétendre à gagner plus, à avoir des stock options, etc.
Donc on commençait à rentrer dans ce système en se disant au CNRS ou je ne sais quel comité Théodule, je ne vais jamais gagner ma vie. Donc vous commencez dans le privé. Et quand vous voulez grossir et on parle de technologie, alors là, vous avez une veille technologique anglo-saxonne qui est extrêmement efficace, voire même européenne. Et quand vous avez commencé, vous, à vous lancer et que vous voulez grossir, dans 90% des cas, vous allez vous retrouver avec un actionnaire anglo-saxon. Et bien sûr, quand l'entreprise, si elle a du succès, si votre technologie s'exporte, etc., on va vous dire, attendez, là, il faut grossir. Et puis, surtout, il faudrait que vous ayez des moyens de production importants. Donc, il faudrait que vous ayez de l'énergie pas chère. Donc en France, on vient de nous augmenter la facture énergétique de 70% en l'espace de 4 ans, donc c'est une cata. Les taxes, etc. en France, c'est horrible. Donc qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui a commencé en France avec des capitaux français? C'est à un moment, si seulement vous vous installiez en Caroline du Nord ou au Texas, énergie pas chère, vous avez sur place des tas de gens compétents, vous avez des business angels, vous allez avoir des investisseurs, et très très vite votre entreprise se retrouve avec 33% et puis 51% de capitaux étrangers au board. Du coup, votre boîte cesse d'être française. Et tous nos talents, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. On monte la boîte, on commence à lever les premiers fonds. Et puis, rapidement, ceux qui s'intéressent à vous, ça va être des gens qui ont des capitaux américains, etc. Et votre boîte va devenir une boîte américaine. Mais on a laissé comme ça, nous, s'échapper. L'exemple le plus emblématique, c'est évidemment la puce qu'il y a dans tous nos smartphones, etc., de Roland Moreno. On a laissé échapper également des technologies de défense qui étaient vraiment clés, notamment ce qui concerne la reconnaissance faciale, ou également la surveillance numérique des océans, etc. Il y a énormément de boîtes françaises qui sont aujourd'hui rachetées. Mais dans le private equity, vous avez pratiquement tous les gens prometteurs d'origine française formés par nos écoles et qui vont se retrouver PDG d'une boîte anglo-saxonne. Sachant que si on donne quelques chiffres de l'économie française, il y a, mettons, 2 500 000 entreprises, 96% d'entre elles sont des PME. Si on rajoute les TPE, c'est-à-dire de la personne qui s'emploie elle-même jusqu'à 19 salariés, c'est 99% des entreprises. Des groupes des entreprises de plus de 5000 personnes, il y en a peut-être une cinquantaine et c'est tout. En France, soit dit en passant, la plupart du temps, elles n'ont pas leur siège en France, elles n'ont que des établissements stables. Oui, on se retrouve avec un siège à Dublin ou Amsterdam. Et surtout, je voudrais vous faire réagir là-dessus, parce qu'on n'est pas un peu là aussi dans l'imposture avec sa fameuse formule, la Startup Nation, dont on sait que 95% des startups dans les 18 mois ou dans les 1 an feront faillite, et que celles qui marchent, en fait, deviennent le produit phare, le R&D de grosses boîtes, généralement des multinationales, c'est-à-dire on rachète l'idée, on l'intègre à une boîte plus large, et le type vit comme un nabab parce qu'il a vendu ça quelques millions d'euros. Et ça ne crée pas d'emploi, et ça fait partir notre technologie et notre savoir-faire et notre matière grise, tout ça. Oui, c'est notre matière grise aujourd'hui, si elle ne s'exporte pas directement, c'est-à-dire un jeune qui dit moi j'ai un ancien de mon école d'ingé qui s'est installé, comme je disais, soit en Caroline du Nord, parce que c'est la Silicon Valley de l'Est américain, et bien sûr Palo Alto, c'est la Silicon Valley, c'est l'Ouest américain. Si vous partez pas directement pour monter votre boîte aux États-Unis, si vous restez en France, comme je l'ai décrit, malgré tout, il y a très peu de chances que votre capital demeure français et que vous demeuriez un entrepreneur français. Donc oui, ce que décrit Didier, c'est exactement ça. Alors, on s'appelle Startup Nation, mais en fait, on est incapable d'accompagner la startup et de la garder française, et surtout si la technologie dont il est question a des applications militaires. Alors qu'aux États-Unis, toutes les boîtes de technologie, elles ont quelqu'un de la CIA au board.
C'est pas une insulte, c'est pas du complot de dire ça. C'est tout à fait normal. Les États-Unis ont un sens des priorités et toute boîte dont les produits, la technologie peut avoir une application militaire a forcément quelqu'un de la CIA au board. Toutes les universités américaines ont la CIA parmi les cadres ou parmi les enseignants pour repérer justement les talents. Pour repérer les talents, pour éviter les fuites, pour ne pas être envahi par des espions. Et surtout pour pas qu'une boîte française vienne racheter une boîte américaine qui aurait une technologie stratégique. C'est exactement ce que nous ne faisons pas. Rappelons quand même qu'avec une certaine technologie qui était israélienne d'ailleurs, tous nos ministres, le président de la République, ont été écoutés. Dominion. Pardon ? C'était Dominion, c'est ça ? Non, c'était... ça va me revenir, c'était pas Dominion, c'était... ce cheval ailé là, bon, le nom échappe. Pegasus. Voilà, vous voyez, par association d'idées, j'ai retrouvé le nom. On a retrouvé le nom, mais c'était. Dominion, c'est les machines à voter. C'était les machines à voter, voilà. Absolument. Mais c'était quand même prodigieux, quoi, cette affaire. Et tout le monde a pris ça à la légère. Et on voyait les ministres qui conversaient sur des téléphones non sécurisés. Et d'ailleurs, François Fillon avait été auditionné dans le cadre d'une commission d'enquête justement sur les ingérences, et il avait bien expliqué que c'était la NSA, que c'était un certain nombre de pays, et que c'était surtout les États-Unis qui pratiquaient ce genre d'ingérence sur l'État français, sur les talents français. Il y a eu un rapport récent, alors je l'ai lu, malheureusement j'aime bien sourcer, mais là je me rappelle plus de la source, mais en tout cas ce que j'ai vu donc émaner de gens qui on dit, travaillent dans les services, entre guillemets, et plus de 50% des tentatives d'intrusion dans les systèmes informatiques des entreprises françaises, plus de 50% viennent des États-Unis. Voilà. Donc après ça, on va retrouver bien sûr, alors c'est les Russes, bien sûr, c'est les Chinois, c'est peut-être le BND allemand, etc. Mais enfin, majoritairement, quand on parle d'intrusion en France, et la France est attaquée, elle est attaquée en permanence, depuis des temps immémoriaux, par nos alliés américains. Mais je veux dire, ça, ne pas en avoir conscience, c'est comme d'ignorer que Louis XIV ou que Henri VIII avaient des espions et qu'on s'espionnait. On espionnait Versailles, on espionnait Londres, etc. On s'espionne depuis finalement que les nations existent. Donc c'est pas, je dévoile pas un complot, mais c'est simplement pour remettre les choses en perspective. Le principal intrus dans nos entreprises et nos centres de recherche, c'est bien sûr américain, parce qu'en masse, c'est eux qui ont les plus gros moyens. Et ensuite, tout le monde nous espionne. Je suis sûr que si les Tasmaniens pouvaient nous espionner, ils le feraient. Alors justement, ce sera la dernière question. Est-ce que vous pensez que le concept développé à l'envi par Emmanuel Macron pour ce qui est, par exemple, de la souveraineté européenne, ce qui est un oxymore, tout le monde en convient, est à même de lutter contre la fuite des cerveaux, contre une certaine forme d'invasion et d'ingérence d'autres pays? Est-ce qu'il est possible d'avoir un protectionnisme à l'échelle européenne, ou est-ce que ça ne peut fonctionner qu'à une échelle nationale? Alors, à l'échelle européenne, je n'y crois pas, puisque en fait, qui est le plus influent en termes de décision au niveau européen, c'est les lobbies. Les lobbies à Bruxelles. Qui ont leur bureau. Oui, mais bien sûr. Mais là aussi, je ne les stigmatise pas. C'est un métier et ça se fait de façon totalement ouverte. La seule chose, c'est que en 1985, au Parlement, Bruxelles ou Strasbourg, il y avait 3 lobbyistes par député européen. Aujourd'hui, c'est 10. Voilà. Et on a vu que certains projets de loi européens avaient été déposés, alors défendus ensuite par un député européen, mais entièrement rédigés par des avocats travaillant auprès de lobbyistes. Donc, je veux dire, vous avez des projets de loi qui sont rédigés, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, ils sont rédigés par Ernst & Young, Accenture, McKinsey, etc. Et quand le député arrive, tout a déjà été mis au carré et il n'y a plus finalement qu'à convaincre quelqu'un dans une commission un peu influent et
on est sur des sujets souvent extrêmement techniques, et donc comme personne n'est compétent, si un commissaire qui vous dit mais bien sûr qu'il faut le faire. Et vous savez pourquoi, Philippe Béchade? Très rapidement. Parce que c'est notre projet. Oh, c'est beau, quelle C'est conclusion. rapide. Merci Didier Maïsto, c'était rapide. Wow. Merci Philippe Béchade, surpris. Je rappelle que vous êtes président du think tank Les Éconoclastes et rédacteur en chef à la Bourse au quotidien. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt, j'espère, dans notre matinale.